La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD qui digresse et digresse, c'est beaucoup. Coucou les gens et bienvenue au One A Club numéro 217. Une émission où nous allons vous chroniquer quelques bandes dessinées dont l'étonnant Money Shot, le sombre Queenie, le rugissant La Bête et le aquarellisé Ascender. Ok. Et pour en parler, je suis One A Pied, je suis accompagné de Tizak. Voilà, bonsoir. Fais des lancements un peu, tu vas voir, c'est pas évident, gars. Voilà. Je sais pas, c'est toi qui parle. Ouais. De Guillaume. Salut Guillaume. Bonsoir tout le monde. Et aussi de Thio. Ça va Thio ? Bonsoir. Oui, il se replonge des souvenirs. Nous, on n'a pas le droit d'avoir des adjectifs. Les bouquins, ils ont des adjectifs, et nous, on n'a pas d'adjectifs. Et des fois, je change. Des fois, j'en mets pas au bouquin. Des fois, j'en mets à vous. C'est moche. Voilà. Et on finira en jetant un œil sur... ça s'improvisera au dernier moment, mais j'ai peut-être une idée. Azertov, tu as raison. Voilà. Ascender. T'as vu, c'est bien, t'as écouté. Ouais. Non, mais il a deviné en regardant les dessins. D'ailleurs, Ascender, faudrait qu'on le retrouve. Hein. Oui, alors je pense qu'il est dans la même pile que nous. Ah, la même. Exactement la même. Mais alors nous, non. Non. Dans la même pile qui est chez nous. Bref, vous pourrez comprendre ces blagues que vous avez écouté les émissions précédentes qui sont toutes plus intéressantes les unes que les autres. Pas les blagues. Hein. Pas les blagues. Les émissions, voilà. Oui, on travaille dur sur la blague pourrie et c'est pas si évident que ça à maîtriser quand même. Et finalement, c'est ça qui est compliqué, c'est faire rire avec une blague pourrie parce que t'as une bonne blague. C'est facile de faire rire avec. C'est ça. Voilà. Et puis, quelle est la différence entre une bonne et une mauvaise blague ? Une bonne blague. Bref, on va attaquer. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises blagues. Il y a des gens qui tendent la main à un moment donné. Thio, si tu nous parlais un peu de Money Shot. Tends-nous la blague. Tends-nous la blague. Non, alors déjà, non, je ne veux pas tendre une blague. Hein. Je vous rappelle juste que j'avais proposé un crowdfunding Money Shot. Et bien voilà. Il l'a reçu. Je l'ai reçu. Il est là. Donc Money Shot de C.D. Beatty, Isaac Russell et Crank. Le pitch de ce formidable bouquin, c'est quoi ? C'est un petit peu comme dans la vraie vie hein, d'aujourd'hui. La recherche universitaire est un peu à l'arrêt parce que il n'y a pas de thunes, hein, clairement. Ouais, mais ils font chier, les scientifiques, ils veulent toujours du pognon, ils ont qu'à trouver. C'est ça, justement. C'est des chercheurs, ils ont qu'à trouver. Voilà. Bah ouais. Voilà. Justement, on va suivre Christine Ocampo qui va avoir en fait elle va inventer un petit dispositif de téléportation et pour récupérer de la thune pour son équipe et pour ses collègues de travail, elle se dit et si on faisait en fait un YouPorn galactique, voilà, que nos petites pérégrinations à gauche, à droite dans la lointaine galaxie nous permettaient de faire des petits films de boules, parce qu'elle a découvert aussi qu'il y avait des gens qui sur le YouPorn de Money Shot regardaient des choses assez étranges en fait. Il y a des rubriques dans les sites de boules qui sont cryptiques. Ça s'appelle du crowdfunding. Du crowdfunding. C'est le titre. Bon. Donc ils vont justement, avec donc ils sont 3 femmes, 2 hommes, et ils vont donc faire justement différentes des épisodes, des webisodes, des petites vidéos donc coquines où ils vont coucher avec des extraterrestres, faire des choses. Et malheureusement, un jour, ça va pas bien se passer. Il va y avoir des péripéties qui vont faire qu'ils vont se retrouver en prison. Ils vont avoir des grosses difficultés et on rentre vraiment là dans de la SF pure et dure, quoi. Ils sont les fiers aventuriers, les fiers héros qui vont aller sauver une autre planète. Ouais, c'est quand même des bras cassés. Hein. C'est une belle bande de bras cassés, mais c'est une belle bande de bras cassés qui ont toutes et tous un cerveau. Parce que ce sont tous des scientifiques quand même d'élite. Justement, on sait maintenant peut-être pourquoi ils ne trouvent pas. Bon, et donc... On va les suivre. Alors finalement, la BD qu'on m'avait vendue, on va dire comme une sorte de BD érotique
Je trouve franchement qu'elle est quand même très légère dans l'érotisme. Voilà, on n'est vraiment pas dans la pornographie. Je dirais érotique soft. Je vous laisserai ensuite faire votre classement à vous. Oui, puis qui met plus l'accent sur l'humoristique aussi. Oui, c'est très humoristique. Et finalement, moi, j'ai passé un moment assez sympa et drôle parce que, justement, comme tu le dis, c'est quand même une belle bande de bras cassés. La solution qu'ils trouvent est quand même assez capillotractée, mais voilà, moi, c'est un peu la bande dessinée What the fuck, mais c'est un What the fuck qui était drôle et j'ai passé un bon moment. C'est un peu comme l'agence Tourisque. C'est juste pas possible de créer un tank à partir d'un camion, mais c'est pas grave, on s'en fout, ça marche. Ça marche. Et c'est classe. Et c'est classe. Donc voilà, Money Shot, moi je trouve que je suis très content de mon achat. Et visiblement, comme tu vois, sur le truc du Comics Initiative, il y a un 1 sur la tranche. Ouais. Et je me dis que s'ils font un tome 2, je pense que j'irai encore chez eux. Ça parle de cul, donc je donne la parole en premier. Absolument. J'étais là, j'étais prêt, je l'ai lu. Spécialiste. C'est ça, chacun sa cam. Fun, barré et fun. C'est, je pense, tout ce qu'on peut dire de ce bouquin. Faut pas chercher une trame scénaristique construite. Faut pas chercher un dessin parfaitement léché. Ce que ça a pour lui, c'est d'être fun et pop. Donc les couleurs sont assez flashy, c'est assez dynamique, c'est rigolo, c'est barré. J'adore quand un pas de plan se déroule sans accroc, ou plutôt avec accroc. Donc pas de plan et avec accroc, je pense que ça résume assez bien le scénar. Tout ça sur une trame scénaristique de cul. C'est-à-dire que si vous rapportez ça à une entreprise lambda, nous on bosse dans l'éducation nationale, et les gars, qu'est-ce qu'on fait pour avoir du pognon à l'école? Alors on vend des crêpes, on vend des chocolats, on... Non! Et toute l'équipe d'enseignants, pendant la réunion, se fout à poil et se filme en train de baiser. Non, il y a des enfants. Vous feriez vachement plus de pognon. Alors, et c'est là que j'ai envie de te dire, ça dépend des équipes. Ça peut être très même. Mais alors, ça peut pas être pire que les crêpes. Non, mais si, parce que finalement. Pense à l'enseignante de ta fille de CP. Non, parce que je pense que quand tu vois le nombre de catégories que tu trouves justement dans YouPorn, tu peux te dire. C'est pas faux. On peut trouver. Il y a toujours un truc de niche. Écoute, demain je suis en réunion, je suis en conseil des maîtres. Je vais le prendre, je vais le soumettre à l'équipe et on verra ce que ça donne. Et moi je vais. Tu prends les stagiaires aussi. Dans cette bande dessinée, dans cette bande dessinée, j'ai trouvé de la profondeur là où vous ne l'attendez pas. Là vous ne l'attendez pas, parce que il y a quelques trouvailles que j'ai trouvé vraiment que j'ai trouvé super intéressantes. Non, il y a toute une partie, c'est que avant de flashback, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ils se disent pour que ça marche, il faut qu'on couche tous ensemble et on va tous coucher les uns avec les autres. Oui, pour que ça paraisse naturel, qu'on soit pas gêné, etc. Pour briser les tabous. Bon, ok, d'accord. Sauf que ça veut dire. T'imagines ça, la librairie ? Voilà. Sauf que ça veut dire homme avec femme, homme avec homme, femme avec femme, et c'est pas forcément dans leur goût de base. Ficus avec homme, femme, plein de choses. Voilà. Et j'ai trouvé que là-dessus, il y avait un discours sur déjà l'acceptation sexuelle, sur l'acceptation de soi, sur un petit peu la psychologie autour des personnages, en fait, comment ils se perçoivent, comment ils se ressentent les uns les autres, parce que ça reste des archétypes. Il y en a un, c'est un peu le gros beauf, tout ce que tu veux. T'as cherché, et tu m'as trouvé. Il se trouve vraiment que, étonnamment, il y a de la finesse là où je l'attendais pas du tout, parce qu'effectivement, pour moi, ça allait être un truc juste rigolo. Et je trouve que c'est un peu plus. Voilà. Il est en train de nous vendre du Voltaire sur du Manara, là. Non, j'ai trouvé que c'était intéressant, quoi. Que c'était bien. Voilà. Personne n'a analysé cette bande dessinée avec autant de. T'en as utilisé des mots, hein. Vas-y. Trouvaille, analyser, régale-toi. Hein. Vous n'avez pas eu mon acuité pour lire cette bande dessinée. Ah là. Franchement, en tout cas, là, je trouve que c'était une bonne découverte. Je me suis bien régalé. Moi, ça m'a fait rire. Ouais, voilà. Écoutez, est-ce que vous voulez mettre un coup de cœur à cette bande dessinée ? Non, un coup de cul. Je pense qu'il va falloir créer une nouvelle rubrique. Ça va mal finir cette histoire. Ça va très très mal finir. Tu sponsorises un bouquin, tu sais jamais trop à quoi t'attendre, et puis là, coup de bol.
tu tombes sur un truc rigolo. Bon, voilà. Après, tu peux pas le mettre entre toutes les mains. Pour Noël, ça passerait pas pour tout le monde. Mais c'est rigolo. Donc, Money Shot de Sarah Beatty et Tim Seeley au scénario, de Rebecca Isaacs au dessin, de Carmichael Russell à la couleur chez Comics Initiative pour 22 €. Non, pas collégien, Evelyne, définitivement pas collégien. Non, quand même. J'ai dit que c'était érotique soft, mais même ça, tu peux aller en prison, je pense que si tu donnes à tes élèves. Alors je rappelle quand même que sur la couverture, Evelyne... Oui, en fait, c'est pas des étoiles, c'est des capotes qui volent. Il y a des capotes un peu partout. Et le concombre, c'est pas Mathieu qui s'est perdu avec une épluchure. Hein. C'est, voilà. Voilà, donc, et puis ils font des symboles avec leur bouche et leur langue. Enfin, c'est assez explicite quand même. Voilà, donc... Ah bon? Ouais. C'est pas... Non, c'est pas levé de la victoire. C'est pas levé de la victoire qu'il faut. Et concrètement, la reine avec des tentacules, c'est pas parce qu'elle est fan du capitaine Cousteau, hein, fan du commandant. Nous allons parler de Queenie de Aurélie Lévy et Elisabeth Colomba chez Anne Carrière pour 24,90 €. Et c'est Guillaume qui s'y colle. Oui, c'est le plus sérieux d'entre nous, on le sait. Il va falloir qu'on discute de cette histoire-là, mais bon. Donc Queenie, c'est ça. Coucou. On voit très très mal. Fatigue qu'on l'a là. Ouais, oui, mais on l'a en grande. Je montre là, et puis je montre un peu dedans aussi, parce que voilà. c'est quand même assez joli. On doit acheter la cam pour ça. C'est tout en noir et blanc. C'est très bien. Et merci Guillaume pour cette chronique. Voilà. Donc Queenie, ça raconte l'histoire de la Marlène de Harlem, pardon. C'est la Marlène de Harlem. C'est Marlène du Harlem. La marraine de Harlem. Normalement, on doit trouver qu'un seul titre par émission. Désolé. Il va falloir choisir. S'il fallait pas commencer par Body Shot. Bref. C'est tiré d'une histoire vraie. Donc on est dans le Harlem des années 1930. Je triche un peu parce que je me souviens toujours pas du nom du personnage principal. Stéphanie Sinclair. Merci. Donc de Stéphanie Sinclair, Queenie, donc marraine de Harlem, qui s'est faite toute seule, qui est partie de rien. C'est une immigrée qui vient donc de Martinique. Oui. Ouais, de Martinique. Et qui a fait sa fortune sur les jeux d'argent, donc une espèce de bingo. Donc voilà, enfin c'est pas le plus important. Et l'idée, c'est de retracer sa vie. Donc l'histoire commence quand son bras droit vient la chercher à la sortie de prison. Et on rentre très rapidement dans le vif du sujet, puisque les questions vont très rapidement sur est-ce que c'est prêt, est-ce que tout est en place, est-ce que c'est difficile d'en raconter plus sans spoiler toute l'histoire. C'est pas mal foutu. Le seul souci que j'ai eu avec ce bouquin, puisque globalement c'est quand même bien, c'est que je l'ai lu après Joe la Pirate. Et Joe la Pirate, je l'ai trouvé vraiment excellent. Je l'ai beaucoup aimé. Il est en coup de cœur chez nous. Et en fait, j'attendais énormément de Queenie parce que le sujet m'intéressait beaucoup. Et c'est très bien, mais il me manque un truc. C'est-à-dire que, en gros, sans spoiler, on a l'histoire donc de Stéphanie Sinclair. On a son histoire, mais seulement la fin. C'est-à-dire, en gros, la conclusion, son dernier coup qui va lui permettre de se ranger. Et on a bien quelques flashbacks pour essayer de nous expliquer un petit peu d'où elle vient, mais une bonne femme comme ça, avec une histoire pareille, sérieux, il fallait tout. Il fallait tout raconter, il fallait son ascension, il fallait... parce qu'elle a quand même toute la pègre masculine en face d'elle. C'est une nana qui clairement a une énorme paire de cojones. On sent pas tout ça. Voilà, je suis déçu parce que j'en attendais énormément et j'en ai clairement pas eu assez. Pour autant, le livre est bien. Ça fonctionne bien, c'est bien écrit, les dessins sont sympas, le noir et blanc, ils en profitent et ils en jouent à merveille. Mais je suis tellement déçu par cet aspect de j'ai que la conclusion, je voulais toute l'histoire que j'y arrive pas. Donc voilà, je le conseille volontiers quand on cherche une bonne histoire, mais je trouve ça vraiment dommage. Limite, j'apprécierais qu'il fasse quelque chose que je n'aime pas, à savoir faire un tome 2 pour raconter ce qui manque.
Alors que sur ce genre de bouquin, quand on me vend un one-shot, j'aime pas qu'on me sorte une suite derrière. Là, pour le coup, si, faites-le, quoi, parce que vraiment, c'est dommage pour moi, on est passé à côté d'une grande partie du personnage. Voilà pour moi. Quelqu'un... Pour suivre un petit peu ce que dit Guillaume, c'est que c'est vrai qu'il y a des moments où ils essaient d'expliquer justement comment est-ce qu'elle arrive un peu à bouger les lignes. Ils te disent oui qu'elle fait beaucoup, qu'elle utilise beaucoup la communication, qu'elle vit avec les moyens de son époque. Mais c'est vrai que c'est des tout petits moments en fait qui te montrent comment est-ce qu'elle joue de son pouvoir, mais il n'y a pas tout le détail. Et c'est vrai que moi aussi j'ai fait vraiment le parallèle avec Joe la Pirate parce que je me suis dit que c'était un peu dans la même veine. Joe la Pirate, on nous racontait l'histoire, mais vraiment de A à Z, quoi. Presque limite, on savait ce qu'elle avait mangé le lundi 12 septembre, quoi. Là, ça va un peu trop vite, et finalement, les moments qui sont choisis, c'est des moments de vie qui sont intéressants, mais c'est pas toujours ceux qu'on aurait attendu. Et c'est ce qui fait que tu sens que c'est une femme qui a eu une vie exceptionnelle, qui a eu une poigne, qui à mon avis devait avoir un charisme de ouf, quoi. Et c'est dommage parce que du coup j'ai pas eu l'impression de le ressentir pleinement dans le bouquin. Donc ouais, pour moi aussi ça aurait pu être mieux. C'est un bon bouquin, mais j'en attendais davantage. Après c'est vrai que je pense que si on n'est pas vu Joe la Pirate avant, peut-être que j'en aurais attendu moins aussi. C'est possible. Après, de toute façon, je pense qu'on serait malgré tout resté avec un goût d'inachevé. Moi, ce qui me manque, je trouve, là-dedans, c'est la mise en perspective par rapport aux autres familles mafieuses, par rapport à Al Capone, par rapport à des têtes d'affiche qui sont connues, par rapport à la mise en place de la commission, là, de ce groupuscule de famille, de Lucky Luciano, enfin, ce genre de choses. C'est comment est-ce qu'elle est venue s'intercaler dans toute cette mafia qui est en train de naître, en tant que femme, en tant que noire, et à réussir à les tenir en respect. Voilà. Et je trouve que c'est ce rapport de force, en fait, qui n'est pas assez mis en lumière. On nous parle d'elle, effectivement, il y a des flashbacks, on voit d'où elle vient, et elle fait ces choses, mais je trouve que ce qui nous manque, c'est la portée de ses actions. Et comment est-ce que le fait d'avoir bougé ce pion-là, le fait d'avoir tiré ce fil-là, etc., dans une vue plus d'ensemble, on pourrait mieux visualiser l'impact, la portée de chacun de ces gestes. On voit que ce qu'elle fait avec les journaux, ça fait bouger les lignes, ça fait peur au maire, ça fait peur au commissaire de police, etc. Mais on ne fait que l'imaginer, on ne le voit pas. Tout est dit en demi-mot, la porte n'est qu'entrouverte systématiquement, et on n'arrive pas à se faire... les événements ne nous jaillissent pas en pleine figure pour qu'on prenne toute la mesure et toute la portée des actions de cette nana-là et de tout ce qu'elle a dû faire et endurer pour en arriver là, et au final, pour survivre. Enfin, je veux dire, c'est par rapport à tout l'ensemble de ces figures mafieuses de cette époque-là, elle a survécu, elle a pris sa retraite, et elle est morte de sa belle mort. Ouais. Elle n'a pas fini au fond d'un caniveau, au fond d'une ruelle, avec une balle entre les deux yeux, quoi. Voilà, c'est vrai, comme vous le disiez, c'est dommage qu'on n'ait pas plus, on attendrait plus. Et moi, je pense que ce plus, il vient plus de la mise en perspective par rapport aux autres que du manque par rapport à sa vie à elle. Ils ont choisi de nous raconter une tranche de vie importante, qui est comment est-ce qu'elle arrive à fermer la porte et à se sortir de là, ce qui est loin d'être évident. On arrive à avoir par le biais des flashbacks d'où elle vient, ce qui montre sa force de caractère. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Mais au milieu, ce qui va nous manquer, voilà, encore une fois, c'est le lien avec les autres familles. Comment est-ce qu'elle arrive à les tenir en respect? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire pour arriver à gagner cette place-là? Et il nous manque une partie du film, quoi. C'est un petit peu dommage. Ça reste malgré tout un bon bouquin, ça reste malgré tout une bonne biographie, et c'est bien que les deux autrices, auteurs, vous faites comme vous voulez, aient décidé de parler de cette nana qui était elle aussi dans l'ombre, un petit peu comme Joe la Pirate. Je partage pas entièrement votre point de vue. Il y a des points c'est-à-dire que moi, je pense qu'ils auraient dû prévoir plusieurs tomes dès le départ. Parce que là, il y a un choix qui a été fait clairement sur la pagination. Parce qu'on peut pas reprocher à la narration de pas avoir un bon rythme, de pas être raté. C'est-à-dire qu'ils avaient voulu raconter toute l'histoire, il aurait fallu qu'ils double, triple, quadruple le nombre de pages. Donc, je trouve le choix intéressant parce qu'il s'intéresse à quelque chose qui est peu raconté. Et c'est vraiment raconté comme un thriller. Ça m'a pas mal fait penser un peu aussi à Homicide.
dans le dessin, dans la narration. Il y a aussi parfois quelques belles pages avec des trouvailles graphiques qui sont assez intéressantes, des grandes planches qui vont chercher autre chose. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi de s'attacher à un point qui était assez important, c'est que au-delà de sa montée en tant que femme dans les milieux mafieux, ce qui, je pense, n'a pas été évident, ça c'est sûr, il y a le fait qu'elle gérait un business qui n'intéressait personne. Pourquoi ? Parce qu'on était en pleine prohibition et que quand le bouquin commence, on est à la fin de la prohibition. Et en gros, tous les mafieux qui se faisaient de la thune avec la prohibition se disent « Ah merde, il nous faut un autre business. Ah, bah il y a le sien qui marche bien. » Mais tout le monde s'en foutait de son business jusqu'ici, était tranquille, et on veut lui piquer. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de s'intéresser à... Elle revend sa start-up. C'était intéressant de montrer ce point-là, c'est-à-dire de s'attacher à un point particulier de l'histoire. Alors effectivement, j'aurais aimé en apprendre plus sur comment est-ce qu'elle en arrive là, les sacrifices qu'elle a dû faire, peut-être des choses un peu plus terribles, parce que là, elle a l'air difficile, mais on voit pas de choses vraiment... Si. Oui, ça pourrait être pire, on va dire, entre guillemets. Si. Voilà, ça insiste pas mal sur ses bons côtés, sur ce qu'elle apporte à une communauté. Je rappelle que les Noirs, à l'époque, pouvaient pas faire de prêt, pas être vraiment propriétaires. Enfin, c'était... en gros, passer par un usurier quand tu étais noir, t'avais pas le choix, les banques te prêtaient rien. Maintenant, c'est toujours pas facile, mais à l'époque, c'était sûr que c'était même pas la peine d'essayer. Bref... je trouve que, vu les contraintes éditoriales, clairement, le choix est pas mauvais en soi. Maintenant, alors après, je sais pas si Anne Carrière fait beaucoup de BD comme éditeur. Parce que je crois que je n'ai jamais entendu parler en éditeur de BD. J'en sais rien. Je me demande si peut-être qu'un autre éditeur aurait pris le risque de dire non, mais ton histoire, il nous faut peut-être commencer par ça et ensuite dans les tomes d'après faire des flashbacks parce que ça peut être intéressant d'avoir cette approche-là, mais essayer d'en raconter plus parce que là t'as un beau pavé quoi. Je vois pas comment ils auraient pu raconter plus sans faire un tome de rap quoi, minimum. Voilà, donc je suis pas aussi dur que vous avec ça. J'ai trouvé ça vraiment très très bien foutu et assez efficace. Bien, rien d'autre à rajouter, c'était... Oui, et puis les auteurs ne sont pas... Enfin, on a affaire à des artistes et c'est pas fondamentalement des gens qui sont issus de la bande dessinée qui ont pondu le bouquin aussi. Donc effectivement... Peut-être que ça vient en partie de là, mais ou alors ça vient peut-être aussi en partie du manque de documentation. C'est pas évident aussi de trouver potentiellement de la doc sur ce genre de personnage sur cette époque-là. Ça a été évoqué quand on a parlé de Joe la pirate, qui était quand même un cran au-dessus en termes d'événements. Quand tu fais le bouquin, c'est que t'as bien sûr, mais t'as pas forcément pléthore non plus d'écrits, d'informations. Oui, c'est le genre de truc etc. Oui, ils gardaient pas vraiment les écrits. C'est pas toujours évident. Puis de là à faire le tri quand t'as des rapports de police entre ce qui rapporté, raconté et la réalité des faits, c'est toujours parfois un petit peu compliqué. Un dernier point, si vraiment vous êtes un peu intéressé, il y a une courte interview des autrices sur Actua BD qui est plutôt intéressante, que je vous invite à aller écouter, et qui est plutôt bien. Et nous, comment allons-nous monter dans la pègre du podcast ? Quelle mission étrange allons-nous monter ? Sinon, faisions quelque chose d'original que personne n'a jamais fait, genre un Tipeee. Ouais, fais attention parce que c'est toujours par la finance qu'on tombe. Oui, c'est vrai, c'est toujours par la finance. Al Capone. Voilà, mais nous avons un très bon trésorier qui tombera avant nous. Alors on a un trésorier qui a la mémoire d'un gruyère. En fait. Je suis Doris, c'est le problème. C'est Doris. Voilà. Un trésorier qui juste pour rappel, il me semble que le trésorier a dû retrouver des chèques parce que des gens ne savaient même pas si je leur avais fait le chèque. Mais c'est ça. Voilà. Et je crois qu'il n'a pas jamais été encaissé parce que je pense qu'il a eu le paumé. Bref, merci à Chevon, Warlof, Todd, Stéphane, Cobal et Boob qui nous soutiennent sur Tipeee. Vous pouvez faire la même chose, nous offrir un petit café par mois ou par émission si vous êtes plus généreux. Ça nous fait toujours plaisir, ça nous aide à acheter du matériel, des bières, des pieds. Il va falloir qu'on se rachète des nouveaux pieds, ils sont en train de se casser la gueule d'ailleurs. Bref, ça nous fait plaisir. Mais vous pouvez aussi parler de nous, nous acheter des t-shirts, il y a des liens sur notre site. Ou alors cliquer sur les petites images des couvertures de BD. Noël arrive bientôt, je veux dire, c'est le moment. Un joli petit t-shirt de la Voix des Bulles ou de la splash page, parce que là, c'est quasiment un collector. Il y en a peu voilà. Qu'on n'a pas fait de splash page. Et d'ailleurs, je crois que maintenant, peut-être même qu'il va y avoir un petit t-shirt Canaille BD, ça va arriver.
Il existe déjà, non? Il existe déjà. le t-shirt Il existe Canaille, déjà, existe mais je déjà. pense. Jetez-vous dessus, messieurs, dames. Voilà. Ah, ça, c'est un formidable cadeau pour Noël. Vous glissez ça sous le sapin, vous allez avoir, je veux dire, les yeux de l'amour dans le regard de vos enfants. T'as vu les yeux de l'amour? Ouais. C'est beau. Ça, c'est les yeux de la fatigue, ça, c'est les yeux. Bon, les gars, vous dites, abrégez là. Ah ouais, Bref, n'hésitez pas à nous soutenir d'une façon ou d'une autre. En tout cas, nous, ça nous aide toujours. Et puis, ça nous fait plaisir, surtout, de savoir qu'on nous aime. Parce que nous sommes en recherche d'amour. Il faut que je trouve mon jingle. La Bête. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ouais, Pas mal. C'était pas mal, ouais. Franchement, bien trouvé. La Bête, une bande dessinée scénarisée par Zidrou et dessinée et colorisée par Franck P. chez Dupuis pour 25,95 €. Une précision importante, le 95. Mais de quoi que ça nous parle? Nous sommes dans les années 50, dans le port d'Anvers. Une étrange créature s'échappe des cales d'un bateau en provenance de Palombi. Ouba. Elle trouve refuge chez le jeune François, un garçon qui a l'habitude de prendre sous son aile tous les animaux égarés, mais tous, tout en menant une vie financièrement difficile, que n'aide pas l'absence d'un père allemand dans les années 50, à Anvers, père allemand, enfin en gros qui lui vaut tous les harcèlements, brimades et compagnie autour de lui. Père allemand qui n'est pas là en plus, histoire de lui simplifier la vie. Et la mère qui se démerde comme elle peut. Et bien sûr, cette créature va arriver et elle est étrange. Certains la recherchent parce que c'est une créature rare. Oubi. Voilà. Et on va. Non, elle est adulte. C'est Ouba. Elle est adulte, c'est vrai. Voilà. Oubi, c'est les bébés. C'est B. Ou la femelle. La femelle aussi? Fait Obi? Ah oui, la femelle. Oui, elle fait Oubi. C'est vrai, effectivement. Il va falloir que j'en parle avec ma fille. Ah non, je crois que les bébés ils font bi ou tu vois ils font pas le ou, je crois. Ah, c'est ça. Ouais, faudra qu'on discute. Ils savent pas encore tout Vous êtes- articuler. on est sur de la discussion précise quand même. Mais à un moment donné, Au niveau c'est animal, je veux marsupilami, dire, monsieur, c'est l'histoire de la vie. une année au zoo, bienvenue dans le zoo d'Anvers. Le zoo donc, de Palombi. Bref, on est aujourd'hui, sur une. le soigneur de la bête de Palombi, le petit Pierrick. Bonjour, je suis Pierrick, je suis le... On va commencer par parler du dessin. Si vous connaissez Franck P, c'est surtout pour son travail sur Broussailles, ou il a fait les Lumières de Bornéo en Spirou vu par, il a un dessin souvent très lumineux, très péchu, très plein de bonne humeur et de joie et de bonheur. Pas là. Là, il est allé vraiment chercher dans la noirceur, dans la difficulté, vraiment c'est sombre. Il y a un grand format qui met vraiment à l'honneur cet ancrage qui est chargé, plein de petits traits, et ces couleurs à l'aquarelle ou à l'encre, j'ai pas trop réussi à déterminer, qui sont dans des tendances sépia foncées. Enfin, on a cette couleur de nostalgie, mais aussi de temps difficiles, qui sont très efficaces, et on n'attendait pas vraiment ça d'un Marsupilami qui en plus est représenté dans un style semi-réaliste. On n'a pas du tout l'habitude de le voir comme ça. Même si dès le début, il y a une approche très à la Alien, le premier, où on le voit pas trop, il est dans l'ombre, c'est un personnage mystérieux, et ça marche d'un point de vue graphique très très bien, parce que c'est clairement on va prendre le Marsupilami, mais on va raconter autre chose, totalement autre chose. On reste sur les bases, et ça marche bien. Et au milieu de tout ça, on a une histoire jolie d'amitié à l'ancienne. On est rapidement curieux de savoir comment ça va se finir. Il y a un ton qui rappelle l'espoir malgré tout d'Émile Bravo, en plus sombre quand même, en plus dur. Tu vois plus difficilement un bon dénouement, en tout cas tel que je l'imagine. C'est pas une BD qui est facile au niveau du scénar, et c'est vraiment une BD qui m'a totalement surpris, parce que je m'attendais pas à autant de sombritude, de ténébritude de la part de Franck P. Je m'attendais à une certaine qualité de la part de Zidrou, mais même on est sur quelque chose que je trouve presque un peu léger au niveau du scénario, mais ça marche, ça fonctionne. Je trouve encore une belle reprise dans le Spirouverse, parce qu'on va lui trouver un nom à un moment donné, le Spirouverse. Le Spirouverse. Ouais. Dans lequel tu as Champignac, toi, Zorglub, etc. Toi, tu aimes bien. Hein, tu Le aimes bien Spirouverse. tout ça, ouais. Ouais, j'aime bien le Spirouverse. Moi, j'aime bien. comprends, là. Ça met le côté le faire valoir comique au profit d'un fauve dangereux et perdu, pour dénoncer aussi le trafic d'animaux exotiques, qui est un des sujets, et le harcèlement scolaire et social. On est curieux de la suite, mais on va quand même
pas très loin quand même avec ce premier tome qui est très volumineux et qui prend son temps, qui le prend bien, mais qui le prend pas mal. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Bon Ouais. timing. Ouais, j'ai failli déborder. T'as pris ton temps quand même, toi Ouais, aussi. ouais, mais j'ai pris mon temps. Oui, donc Bref. comme tu l'as dit, c'est un premier tome. Il y a Oui. un 1, regardez bien sur la couverture, dans le A, il y a un 1. Oui, il y aura donc 2 bêtes, après l'imbête. Ok, c'était une blague belge donc. Oui, une fois. Bien, qu'en avez-vous pensé? Bah tiens Thierry, toi qui ricane. Je ricane et souvent je ricane pas forcément quand c'est le Spirouverse parce que je suis pas un très grand fan du Spirouverse. J'ai passé un bon moment et pour être honnête, ça tient énormément au dessin. C'est, je trouve, ce qui tient l'ensemble du bouquin, c'est ce qui lui donne de l'épaisseur. Le scénario en lui-même n'invente pas grand-chose. Il va regrouper, effectivement, comme tu l'as dit, certaines thématiques connues du harcèlement scolaire, du harcèlement post-Seconde Guerre mondiale sur les Allemands et les femmes qui ont eu une relation avec un Allemand. Pas tous les Allemands étaient nazis et pas tous les Allemands étaient des gros méchants. Voilà, Ça a changé depuis, mais à l'époque c'était pas le cas. Ah merde, non, on peut pas alors, dire. non, c'est pas non exactement plus. comme ça qu'on peut le présenter. Bon. Alors on passe au suivant. Donc, Sander, peut-être, non et donc voilà, pareil sur le trafic des animaux, la peur de l'inconnu, puisque bon, finalement, Spirou, ça pourrait être aussi l'étranger, c'est l'autre. C'est pas Spirou, Marsu, pardon. C'est l'autre, c'est le méchant, c'est l'inconnu. Il a une couleur bizarre, il a une attitude bizarre, il a une très grande queue, ça peut faire peur, pas à tout le monde. Et donc ouais, je sais. Le scénario en lui-même, voilà, regroupe des ingrédients connus. Par contre, le dessin, lui, fait clairement le taf et c'est lui qui crée l'ambiance. Ce ne sont pas les dialogues, c'est même pas les relations entre les personnages, je trouve, en mon sens. C'est vraiment le dessin, c'est le choix des couleurs, c'est le choix des cadrages et c'est la façon de présenter aussi ce Marsu qui est une bête aux abois et on le voit tout autant dans son espèce de magnificence et dans cette espèce de supériorité permanente physique, mais aussi dans une faiblesse physique et dans une détresse. Et on sent ce côté gris, ce côté belge, ce côté tristesse, qui est très bien rendu. Oui, c'est belge, c'est triste. C'est les plages, c'est gris. Vas-y, mets du Jacques Brel derrière. Désolé pour nos amis. Mais c'est exactement ça. En plus, j'avais un peu le seum en ce moment, donc voilà, on va pas en reparler. Mais, grave le seum. Voilà, merci Tizak. Je trouve que franchement, tu as fait un beau portrait de la Belgique. Ben voilà, toujours finir 4e, c'est sympa. Le pire, c'est que je sais à quoi vous faites référence grâce aux gens qui font de la BD, en fait. Même pas parce que je suis le foot. Mais bref. Bon, toujours est-il que ouais. c'est un album très sympa à lire et vivement le 2e. Guillaume, tu l'avais pas lu, toi, hein? Si, tu l'as lu. Ah oui, tu m'as dit que tu venais de le finir, effectivement. Vas-y. J'ai pas mis à jour, mais je l'ai lu. Écoute, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Moi, je fais partie de ces gens qui ont adoré le Marsupilami étant gamin. C'est le nid du Marsupilami. Je l'ai lu des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. C'est un personnage, un animal qui me fait rêver et planer depuis que je suis tout gosse. Et écoute, je pensais pas, mais j'ai adoré le voir comme ça. Justement, dans cette position de faiblesse, aidé par un petit gamin, mais ça reste un gamin, donc on va l'amener à l'école. Et puis, c'est voilà ce côté où, malgré tout, c'est un animal. Finalement, c'est pas si évident que ça pour lui quand il est pas dans son milieu. Et en même temps, c'est le Marsupilami, donc tu peux pas trop la lui raconter non plus. Donc j'ai hâte de voir la suite parce qu'au-delà du Marsupilami, moi je me suis attaché aux autres personnages aussi. Je trouve ça tellement bien que j'espère qu'il y aura une fin heureuse, sinon je vais pleurer. Mais effectivement, c'est pas gagné. Et voilà. Enfin, rien de plus à rajouter, parce qu'après vous avez tout dit, mais pour moi c'est une très très bonne BD à lire absolument. Surtout quand on apprécie Frank P. Et, voilà, Du coup, il faut que j'en parle. Je sais pas, oui.
Je trouve que c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est quand il y a vous l'avez dit, hein, t'abordes un personnage que tu connais, sur lequel tu as déjà un affect d'une manière totalement différente. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, 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 très bien fait. Donc, ouais, moi, je mettrais un petit coup de cœur quand même sur la bête. Ça a été... Je t'avoue que j'y allais un peu à reculons, parce que même si je me suis dit, bon, ok, ils vont parler d'un Marsu différent, ben justement, je voulais pas que ça casse mon Marsu d'enfance, quoi. Ouais, mais finalement, oui. Parce que ça le casse pas. Ça le casse pas. Parce que il a mal, mais voilà, ça le casse pas. C'est ça. Non, mais J'aime sérieux, bien la petite voix d'enfant. Il a mal, mais ça le casse pas. Non, mais c'est Non, c'est mais ça. Tu vois bien qu'il est pas en pleine possession de C'est ses ça. moyens. Ah oui, clairement. Et que c'est pour ça qu'il est en difficulté. S'il avait tous ses moyens, juste il t'atteindrait tout le monde et puis il rentrerait tranquille à la C'est ça. maison, il sauverait la veuve et l'orphelin, il boufferait Exactement. quelques piranhas et ça serait la fête. Quoi. mais là, il a pas tous ses moyens. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'il le raconte autrement et en même temps, il le casse pas. Donc la bête qui va mériter ce petit coup de cœur en espérant que la suite ne nous fasse pas pleurer parce que c'est tout ce qu'on a à craindre. Mais même si elle fait pleurer, c'est pas grave. Nous allons donc maintenant parler de Ascender. Ascender de Jeff Lemire au scénario et de Destin Nguyen au dessin et à la couleur chez Urban Comics pour 15€. Nous avions déjà beaucoup aimé le tome 1 et la série précédente. En fait, on a beaucoup aimé le tome 7 de Descender. Voici donc le tome 8 de Descender. En vrai, on va le dire tout de suite, c'est ce qu'on avait dit dans notre première chronique. Tizak. Alors, je vais mettre un petit bémol à ce que tu dis parce que là, on s'éloigne de plus en plus de Descender, je trouve, justement. Et on est dans une ambiance un petit peu différente au fil du temps dans ce Ascender. Donc, Ascender, la mer morte, pour ce deuxième tome, avec un petit jeu de mots sur la mer morte. Donc, au niveau du pitch, nous retrouvons Andy. Andy est blessé. Andy a été capturé par les sbires de la mer, et Mère vient de vivre un échec cuisant avec les rebelles. Elle est donc pas très en position de force comme on a pu la voir dans le premier tome. Elle se fait rattraper par son passé, on a des gros flashbacks, on voit un petit peu plus quelle est son histoire personnelle, d'où est-ce qu'elle vient, ce qu'elle a fait pour en arriver là. Pardon. Et Andy, lui, donc, est aux mains des vampires. Et clairement, il est très très mal en point, on voit pas bien comment est-ce qu'il va s'en sortir, et lui non plus d'ailleurs. Mais heureusement, coup du destin, Zorette, pour le coup. Parmi les vampires, son grand amour, à moitié roboïde, j'ai oublié son nom, va héroïquement lui ouvrir les portes de sa prison, l'aider à s'enfuir et lui offrir l'occasion de retrouver sa fille, mais leur fille, Mila. Et la petite Mila, justement, elle est à bord d'un vaisseau en train de fuir la planète Samson, comme vous voulez, aidée par Telsa, pas Tesla, aucun rapport, Elda, la compagne de Telsa, et le chien, Robot. J'attendais un jeu de mots avec le bandit. Elda, du coup. Non, il n'y avait pas. C'était Heidi, si tu veux, mais aucun rapport. Et bref, le chien robot, une fois de plus, semble être la clé. Ce chien, c'est quand même le fil rouge de tout ça. C'est la clé. Le seul rempart, la première fois, contre les gros méchants dans Descender. Et dans Ascender, c'est le seul rempart contre la magie obscure de Mère et de ses sbires. Mila, pour l'instant, ne sait pas que son père est vivant et elle va plutôt lier connaissance avec ses deux marraines d'adoption temporaires, que sont donc Telsa et Elda. Mais en grandissant, voilà, les circonstances font aussi que ça lui donne l'occasion de montrer un petit peu plus ce qu'elle a dans le ventre, d'affirmer son caractère. Bref, le temps presse, chacun galope et court, tout ça pour tendre vers une espèce d'affrontement final. Mais on ne saura pas encore pour l'instant quelles sont les conséquences et quelles sont les réussites ou les échecs des uns et des autres. Voilà donc pour le petit pitch de cette série. On est donc sur un deuxième tome, ça se poursuit tranquillement, c'est pas une grande révélation je trouve ce deuxième tome du côté des héros positifs. On a plus d'informations finalement sur les méchants et donc sur Mère et sur leur ordre et comment est-ce qu'elle fonctionne. On mêle toujours tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, des robots, de l'espace, machin, mais on est un petit peu plus sur
on va dire de l'heroic fantasy ou des choses autres traditionnelles, vampires, magie, etc. Des monstres marins aussi, on combat à l'épée, mais il y a aussi des rayons laser, des vaisseaux spatiaux, bref, plein de choses se mélangent. Les scènes qui sont dévolues à mer sont très bien rendues, on a vraiment cette ambiance un petit peu plus dark, citadelle, grotte, rituel, etc. On évoque bien son passé. Les retrouvailles d'Andy avec ses connaissances passées permettent pas mal de rebondissements, plus ou moins heureux, hein. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien, et puis ça évolue au fil du tome. Pas mal de bons sentiments aussi qui viennent se mêler dans tout ça. On ne baigne pas dans de l'ultra négatif. Bref, ça continue gentiment, mais ça me semble en tout cas moins profond, et notamment moins profond scénaristiquement, qu'un Descender. Donc ce Ascender me semble un petit peu plus jeune, un petit peu plus adolescent, finalement, que ne l'était Descender. Graphiquement, c'est toujours excellentissime. On a toujours un boulot de Dustin Nguyen qui est juste génialissime. J'attends donc la suite avec grande impatience pour savoir si scénaristiquement ça va retrouver un petit peu plus de pêche et conserver le même dessin. Merci Ti. Moi, il y a un petit défaut quand même que je commence à retrouver dans ce Ascender, c'est que on commence à repérer un peu des ficelles. Et pourtant, je les ai lus il y a très longtemps, les Descender, on fait se retrouver les personnages, puis on refait des séparations pour avoir des groupes différents qui vont finir par se retrouver un moment. Je veux dire, on s'y attend. Voilà. Ça marche bien, mais d'un point de vue scénaristique, Jeff Lemire, on a un petit peu les ficelles qui commencent à être un petit peu visibles. Ça reste efficace, ça reste bien, il crée un bel univers. C'est-à-dire que, mais on reste sur mon regret, c'est-à-dire qu'il aurait, pour moi, peut-être pu garder plus de distance temporelle entre les deux séries, parce qu'on reste à suivre les mêmes personnages que dans Descender. Et c'est pour ça que pour moi, c'est plus un tome 8 de Descender, parce que même si tu dis que ça s'en est un petit peu éloigné, oui, ça s'en est éloigné, parce qu'on est plus sur la même thématique, on est dans de l'heroic fantasy, alors qu'on était dans de la pure SF dans Descender. Mais les personnages principaux restent des personnages en rapport avec le côté SF, en fait, et les mêmes. Mais c'est presque le seul lien qui nous reste. Oui, mais tu suis l'histoire des mêmes personnages, en fait. Et c'est ça que je trouve un petit peu... Voilà. Mais c'est la pure rhétorique à ce niveau-là, on s'en fout. L'histoire est bien foutue, le dessin est superbe, et on passe un très bon moment à la suivre. Et en plus, le fait d'être dans de l'heroic fantasy, ça permet des fantaisies au niveau graphique plus grandes. Différents. Déjà un travail sur la couleur qui est important, vu le travail à l'aquarelle, qui est peut-être un peu moins froid, qui est peut-être un peu plus varié. Et justement, je pense que ça évite les redondances avec Descender. Voilà, ce qui en soi donne une identité à la série. Hein. Mais voilà, c'est-à-dire que là, tu vois, les séries sont loin pour moi. Ça fait un moment que j'ai lu même le 2, tu vois, je commence à voir les ficelles, quoi. Et je m'en souviens. Normalement, j'aurais dû les oublier que j'avais vu les ficelles. Voilà. Mais c'est une bonne série. J'ai passé un bon moment avec. Je dirais forcément la suite, parce que je veux savoir où le ça tome va. 3 est déjà sorti Voilà. en début d'année. Donc il ne nous reste plus qu'à l'acheter, le lire et le chroniquer. Thio. Bon. Un peu déçu par Ascender. Je m'attendais à... je pensais que du coup, on repartirait... parce que le tome 1 d'Ascender finit sur un début de poursuite. Et j'avoue que je m'attendais à plus de rythme sur ce tome 2, justement pour la poursuite de cette poursuite, sans le mauvais jeu de mots. Et là, en fait, la poursuite... La poursuite, elle fait pouf. Voilà, la poursuite, elle tombe à l'eau. Mauvais. Celui-là, je l'avais, je pense. Désolé. Non, je l'avais pas bossé, mais écoute, tu vois, le hasard fait bien les choses. Ça tombe à l'eau et finalement, je trouve que ça manque un peu de rythme. Voilà, ce tome 2. Le dessin est toujours vraiment, me plaît beaucoup. Après, comme on disait, ça peut être clivant quand même le dessin de Nguyen. Mais bon, on continuera. Hein. On continuera parce que on a déjà tout le reste et qu'il faut aller au bout. Mais le tome 2 m'a un peu savoir abandonner des fois. Oui, j'ai abandonné, par exemple, les cordes alchimiques. Je n'achèterais pas le tome 2 s'ils le font pas.
Tu vois? Je crois qu'elle va revenir dans beaucoup d'épisodes, cette BD. Je sais pas pourquoi. C'est la thématique de la saison. On l'aura toute la saison, il faut arriver à le caser dans toutes les émissions de la saison. D'accord, oui, mais après, il va falloir quand même chercher un peu d'autres. Ouais, Est-ce qu'on peut feinter avec Robillard? Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Mais il faut faire ça avec noblesse. Bon, ben on va pouvoir. 2 fois le même jeu de mots, c'est quand même chaud quand même. Ouais, Je ouais, trouve que là, c'est- Ouais, mais à 3 semaines d'intervalle, ça passe. Ouais, mais enfin, bon, quand même. Je trouve que ça fait quand même 2 fois que tu prends les mots des autres. C'est là qui me semble. C'est un petit peu gênant, je trouve. Quand ils sont si bons. Bon, tu passes à la suite, peut-être, non? Un œil sûr. Kena and the Bridge of Spirits, un jeu vidéo qui est sorti sur PS5 et sur Sur Et ton sur PC. ordinateur uniquement. PC, qui demande quand même une bonne machine. Bah, PS5, PC, ça demande une bonne machine. Je suis ravi d'avoir pu en acquérir une avant que les cartes graphiques soient encore plus difficiles à trouver qu'elles ne l'étaient quand j'ai chopé ma machine. Bref, un jeu vidéo d'action-aventure fait par un studio qui vient de l'animation, et ça se voit. Les mecs, t'as un côté très DreamWorks, t'as l'impression de naviguer un petit peu dans un dessin animé DreamWorks d'un point de vue graphique, avec des inspirations, et ils ne s'en cachent pas, très Miyazakesque dans l'ambiance, très asiatique. Tu vas suivre donc la jeune Kena, qui est une gardienne des esprits, et qui doit libérer des esprits. On apprend vaguement au début qu'elle aurait récupéré le bâton qui lui donne ce pouvoir-là de son père, mais on ne sait pas trop pourquoi elle est là. Et en gros, il y a des créatures qui, des personnes qui, quand elles sont mortes, ont laissé des reliques qui les ont reliées à la terre. Il va falloir trouver ces reliques-là pour les sauver. C'est un jeu qui, sur l'approche, va être assez enfantine au démarrage. Donc, en gros, tu te balades, tu apprends à taper, sauter, attaquer des monstres. Et surtout, tu vas apprendre à avoir des routes qui sont des petites créatures toutes mignonnes qui vont t'accompagner et te donner du pouvoir. Et qui sont toutes mimi. Et que quand tu les trouves, tu as une belle animation qui est trop belle. Et franchement, les routes, c'est trop cool. Et t'as envie d'en avoir. T'as vu, c'est trop cool, t'es en train de regarder. Je suis en train de regarder voilà. la bande-annonce de Sony. Voilà. Bref, donc tu dis, c'est quand même un jeu idéal pour les gamins. Et puis en fait, tu découvres que tu t'es fait un boss, t'en as un peu chié, tu vois, le boss. C'était pas évident. Pourtant, je me suis mis en mode moyen, pas mode difficile, etc. Puis en fait, tu rends compte que c'est pas un boss, c'est un mid-boss. Parce que le boss, après, il arrive. Et là, tu fais, ok, il y a des gens qui ont fait référence à Dark Souls quand ils en ont parlé. Et Dark Souls, c'est un jeu qui est réputé pour cette difficulté au niveau des boss. Parce que, en gros, ils ont des patterns de la mort qu'il faut bien connaître avec des timings. C'est plus facile que du Dark Souls, à ce qu'on m'en a dit. J'ai jamais joué à cette série-là. C'est pas difficile, Dark Souls. C'est juste chiant, en fait. Ouais, il y a des gens qui adorent. Mais c'est beau, hein. C'est Voilà. beau, et puis c'est bien, mais c'est chiant. Et au début, voilà, tu te retrouves sur le premier... Enfin, tu te fais plein de mid-boss, etc. Et quand tu te retrouves sur le premier gros boss... Waouh, t'en chies, tu meurs des tonnes de fois, tu recommences le combat plein de fois. Alors après, bien sûr, t'as plein de nouvelles points de sauvegarde bien placés pour t'aider, tout ce que tu veux. Et c'est un jeu qui, par la critique en tout cas, a été considéré comme bon, mais pas excellent, parce que c'est un jeu qui fait bien tout ce qu'il fait. Il y a des belles animations, des belles musiques, une belle ambiance, des combats qui sont bien foutus. Mais qui a surtout cette qualité d'être un très bon jeu pour un premier jeu d'un studio de jeux vidéo. C'est le premier qui lance, c'est pas un triple A. Studio Ember Lab. Voilà, c'est pas un triple A, c'est un double A. Et moi, je passe un très bon moment à le faire, sauf que là, je suis... alors, ça commence dans un environnement un peu fermé, avec des décors magnifiques, et petit à petit, tu t'ouvres... quand tu arrives sur la deuxième zone de jeu, en fait, ça a l'air beaucoup plus ouvert. Il y a des phases de plateforme qui sont plutôt bien foutues et plutôt sympas. Tout marche bien. Mais alors, ouais, je découvre le côté à la Dark Souls. Les boss, là, je suis sur un. Alors, ouais, à chaque baston, t'as l'impression d'avancer un peu plus. Et là, je crois qu'il lui reste un tout petit peu de vie à chaque fois que je me fais crever. Donc, je vais finir par l'avoir. Hein. Je sais que je vais finir par l'avoir. Mais je dois en être à ma 20e tentative minimum sur le boss. Mais parce que tu sens que tu progresses à chaque tentative, bah, ça te motive pour continuer. Quitte à ce que, si un jour j'en ai marre, je passe au niveau plus facile. Parce qu'il y a des niveaux plus faciles et qui, pour le plaisir de se balader dans cet univers-là, méritent que... Bon, mais concrètement, ton personnage, il fait quoi? Il fait de la magie? Il fait de l'épée? Il se bat avec un bâton qu'il va pouvoir utiliser ensuite en arc. Il a un bouclier, sorte de bulle de beaucoup de protection autour de lui qu'il peut utiliser. Ensuite, il peut lancer des bombes qui vont permettre... elles arrivent un peu tard dans le jeu, c'est le dernier truc que tu vas avoir, qui permettent de faire bouger des pierres qui vont créer des plateformes dessus. Puis tu vas tirer à l'arc pour faire tourner les plateformes, pour
pouvoir te créer un chemin. Donc il y a un peu d'énigmes aussi environnementales qui sont plutôt bien foutues. Les ennemis sont bien différenciés. C'est beaucoup de petits fights. Au début, les petits ennemis... voilà, donc les ennemis sont bien différenciés, ce qui fait que tu vas vite comprendre comment les avoir. Tu découvres très vite que ceux qui volent, si tu tends ta flèche assez fort, tu vas pouvoir les choper en un coup, ce qui fait que tu t'en débarrasses très très vite d'eux d'abord pour pouvoir te concentrer sur ceux qui sont à terre. Enfin bref, c'est très dynamique et bien foutu. Moi, je m'éclate. Graphiquement, c'est une clacasse. Hein. Ah oui, c'est une clacasse. C'est super beau. En plus, il ne coûte que 40 €. Alors, je sais pas ce que c'est sur PS5. Non, c'est mais 50 €. C'est 50 € sur PS4 et PS5. Ah, c'est 50, c'est 40 chez Epic. Il le propose chez PS4. Sur PS4, ça m'intrigue, tu vois. Ouais, je sais pas graphiquement. Ils ont dû réduire la résolution. Ils ont réduit la résolution. Apparemment, j'ai lu des critiques comme quoi il tourne bien sur PS4, mais que c'est moins beau. Mais ça tourne bien et ça reste beau parce que tu as les phases d'animation. Et puis surtout, une qualité qui est pas mal, c'est que tu passes des phases de jeu aux phases d'animation de façon assez transparente en fait. mais c'est clairement transparent. C'est-à-dire que moi, je viens de voir la bande-annonce. Quand tu passes d'une animation à une phase de jeu, il y a quasiment aucune différence graphique. Je pense qu'il faut avoir la machine derrière qui te permet de le faire. Hein. Et oui, moi je suis ravi d'avoir une bonne machine là parce que je suis des fois rien que te balader dans le monde, de regarder les paysages. Il y a des zones dans le jeu où tu vas pouvoir en gros gagner des cœurs, c'est-à-dire que ta barre de vie va s'agrandir un peu. Ces zones de méditation, tu te poses et ton personnage médite et tu as des vues du paysage avec la petite musique douce et là tu fais qu'est-ce que c'est sympa. Et concrètement, tu joues au clavier souris ? Non, manette. Tu joues manette. Oui, je joue à la manette d'Xbox. Je pense que ça a été optimisé pour de la manette. Des gens que j'ai entendu dire clavier souris, les touches sont pas pratiques sur des critiques, mais ça a été pensé pour de la manette. Et les touches sont vraiment assez intuitives à la manette, ça marche très très bien. Je m'éclate beaucoup avec. Voilà, donc Kena Bridge of Spirit, donc 50 € sur PS4, PS5 et 40 € sur PC, sur l'Epic Game Store en exclusivité pour le moment. Voilà, vraiment très très sympa. Et c'est donc maintenant l'heure de se quitter. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Supporter, oui, c'est peut-être le mot plus que écouter. C'est un mélange des deux, de nous avoir supporté. Voilà. On se dit peut-être à bientôt. Voilà. Là, je sais plus comment finir l'émission. Il est consterné, là, Guillaume. C'est juste support coûter ou écourter aussi en fait. Écourter. Voilà. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant rigolé sur un enregistrement, je crois. Ça fait quelques C'est fous clair. Mais il va falloir qu'on écrive bien nos titres. Voilà, il nous en manque un là, va falloir qu'on cherche. Bref, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission du One Day Club, de la Splash Page, de Canaille BD. On verra quelle sera la prochaine, mystère. Bref, on essaye d'être là toutes les semaines avec une nouvelle publication. Vous pouvez nous suivre sur le flux de La Voix des Bulles, mais aussi, si vous êtes intéressé que par une seule de nos émissions, sur les flux dédiés, ce qui peut permettre de ne pas écouter toutes nos conneries, mais que celles qui vous intéressent. Bref, merci à vous de nous suivre et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. À très très vite. Salut. À bientôt.